L'asténospermie ou l'asténospermie est une atteinte de la mobilité des spermatozoïdes. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous montrer les cas de suivi d'un traitement de l'asténospermie. N'est-ce pas? L'asténospermie, selon l'OMS, c'est lorsque la mobilité des spermatozoïdes est moins de 40%. N'est-ce pas? Selon les critères de l'OMS. Et on sait tous que le pouvoir fécondant des spermatozoïdes est conditionné dans sa faculté à mouvoir. C'est-à-dire à avoir un mouvement rectiligne et progressif pour aller féconder les villes. N'est-ce pas? Et vous avez, en fonction de la mobilité, on peut classer la mobilité A, B, C et D. N'est-ce pas? Alors, les A, ce sont les mobiles progressifs fléchantes. Les B, c'est les mobiles progressifs moins fléchantes. Les C, ce sont les mobiles sur place, n'est-ce pas? Et les D, ce sont les spermatozoïdes immobiles. D'accord? Et dans ce cadre-là, avant de réellement passer à vous expliquer, on va porter d'abord une prière à toutes les personnes qui sont atteintes de cette pathologie. Quel qu'en soit alpha, que Dieu les donne leur sens de pouvoir avoir leur propre progéniture et de pouvoir perpétuer leur ethnie. Maintenant, ce qu'il faut savoir, dans ces traitements-là, les causes sont très nombreuses. On a des causes génétiques, on a des causes environnementales, on a des causes qui sont dues à des infections comme les IST, on a des causes qui sont dues à des troubles hormonaux aussi. Dans ces cadres-là, les traitements, l'exemple qu'on a pris ici, c'est l'exemple d'une personne dont c'était dû à des troubles hormonaux. Et les hormones qu'on dose ici est d'abord la FSH, c'est-à-dire que l'hormone folliculostimulante, n'est-ce pas? Et c'est eux qui intimident, ça veut dire que c'est eux qui stimulent la production des spermatozoïdes, n'est-ce pas? Et lorsque vous allez voir que la FSH est élevée, ça veut dire que c'est le testicule qui ne fonctionne pas. Et lorsque la FSH est bas, vous allez trouver que c'est généralement un problème hypophysaire. Ça veut dire qu'il est lié à l'hypothalamus. Et le deuxième hormone qu'on va doser encore, c'est la LH, n'est-ce pas? L'hormone lutéisante, n'est-ce pas? Lorsque vous allez voir, lui, qu'est-ce que lui il fait? Il stimule la production de la testostérone par les cellules de Leydig. D'accord? Lorsque la LH est élevée, ça témoigne que les testicules ne fonctionnent pas correctement, mais lorsque c'est bas, ça montre aussi, ça témoigne d'une atteinte de l'hypophyse, n'est-ce pas? Des glandes hypophysaires. Maintenant, on va vous parler de la testostérone. La testostérone, vous allez voir que lorsqu'il est baissé, ça témoigne de l'atteinte de l'environnement hormonal, n'est-ce pas, qui est nécessaire à la maturation et à la mobilité des spermatozoïdes. Mais lorsque réellement il y a une insuffisance, vous allez voir là-bas, c'est la mobilité réelle des spermatozoïdes qui est atteinte, n'est-ce pas? Alors, on a cité la FSH, la LH, la testostérone, on va citer la prolactine. La prolactine, vous allez voir que lorsque c'est élevé, ça veut dire que la LH et la FSH sont tous inhibés, n'est-ce pas? Généralement, vous allez voir, si la prolactine est normale, généralement, ce n'est plus la peine de doser les deux hormones. Sinon, si la prolactine, c'est une personne est très élevée, vous allez voir que ça inhibe la production de la FSH, l'action de la FSH et de la LH. On va parler en dernière position de l'hormone thyroïdienne, n'est-ce pas, qu'on appelle la TSH, d'accord? Et que ça soit élevé ou que ce soit une valeur basse de cette hormone, ça témoigne que les spermatozoïdes seront immatures et c'est une atteinte aussi de la mobilité des spermatozoïdes. Alors, pour les conditions de prélèvement, vous savez toujours comment il faut faire, l'abstinence de 3 à 5 jours, n'est-ce pas? Après, il faut qu'on vous rappelle encore les schémas à suivre pour faire les spermogrammes et spermocytogrammes. C'est très simple, n'est-ce pas? Après les prélèvements, vous allez faire quoi d'abord?
les temps de liquéfaction. Après le temps de liquéfaction, la viscosité, n'est-ce pas? Après la viscosité, vous allez prendre les volumes, les pH, n'est-ce pas? Vous allez prendre la mobilité soit en 1 heure ou 30 minutes, à 2 heures, 4 heures, ça dépend du laboratoire, n'est-ce pas? Maintenant, pour évaluer la mobilité, ne prenez jamais une grande quantité entre lame et lamelle. En général, c'est entre 5 et 10 microlitres. Comme vous allez les voir ici, dans les images microscopiques, vous allez voir un nombre restreint de spermatozoïdes qui vous permettra de les compter. Mais lorsque vous prenez une quantité énorme, vous allez voir des spermatozoïdes qui vous échappent et le comptage serait très difficile pour qualifier ces spermatozoïdes-là de A, B, C et D. Alors, voici pour vous en quelque sorte les programmes et chronologies, n'est-ce pas, ce qu'on va faire au cours de ces recherches, n'est-ce pas, pour suivre l'évolution du traitement. On va faire spermogramme et spermocytogramme, leur fréquence est tous les 2 et 3 mois car vous savez que la spermatogénèse prend environ 74 jours. L'objectif est d'évaluer la concentration, la mobilité progressive et non progressive et la morphologie des spermatozoïdes. On va suivre l'évolution de la mobilité, dont vous allez voir beaucoup de vidéos concernant la mobilité. Des tests de survie des spermatozoïdes, les tests de migration et de survie. On va évaluer la capacité des spermatozoïdes à survivre dans des conditions proches de l'environnement féminin, ça veut dire qu'il y a un pH, comment se comportent ces spermatozoïdes. On va faire des dosages hormonaux, comme on vous a parlé de la FSH et testostérone, prolactinine, TSH. Et pour rechercher, c'est pour rechercher en même temps les causes de la c'est pour rechercher une cause hormonale à l'asténospermie. On va faire aussi des échographies testiculaires. Ça, c'est pour exclure une varicocèle, ce qui est fréquent chez les patients asténospermiques et d'autres anomalies anatomiques. On va faire aussi l'ECBI et rechercher des bactéries comme les mycoplasmes et des chlamydia. Voici en quelque sorte les programmes et ce qu'on va faire au cours de 2 à 3 mois chez les patients atteints d'asténospermie. Avant de commencer à vous montrer les mobilités, n'est-ce pas? Maintenant, on va vous montrer la mobilité en 1 heure selon l'OMS, d'accord? On dit que ça devrait être supérieur ou égal à 40% la forme progressive A et B, n'est-ce pas, lorsqu'on les associe. Maintenant, quand c'est inférieur à 40%, on parle d'asténospermie. Maintenant, la mobilité, on va, comme je vous ai dit, on va les classer en A, B, C et D. Les mobiles, les trajets fléchants et rapides, les mobiles lents et progressifs, les mobiles sur place et les immobiles. Ici, nous avons les valeurs. Et c'est l'asténospermie maintenant, les valeurs OMS 2021, mobilité spermatique après 1 heure de temps, parce que c'est en 1 heure de temps que la valeur est vraiment considérée. On a les types de mobilité. On a mobilité progressive, ça veut dire que les A et les B devraient être supérieurs à 32%. Mobilité totale progressive plus non progressive devrait être supérieure à 42%, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on prend la totalité des spermatozoïdes immobiles, il devrait être inférieur à 58%. Voici les normes selon l'OMS 2021. On va passer maintenant à vous montrer encore dans un tableau les hormones qu'on va doser au cours de cette pathologie. Nous allons commencer d'abord par la FSH, hormone folliculo-stimulante. Son rôle est de stimuler les cellules de Sertoli dans les testicules qui soutiennent le développement des spermatozoïdes, n'est-ce pas? Et leur lien ici dans l'asténospermie, vous allez voir un déficit de la FSH peut entraîner une mauvaise maturation des spermatozoïdes affectant leur qualité et leur mobilité, comme je vous l'ai dit. Maintenant, ici, vous pouvez remarquer que chez les hommes, c'est ça qui nous intéresse, c'est la valeur est entre 1 et 5 micro international par millilitre. Maintenant, la LH, l'hormone lutéinisante, son rôle est de stimuler
les cellules de Leydig à produire de la testostérone. Ce qu'il faut savoir, son lien ici dans la sténospermie, si la LH est basse, il faudra savoir la production de la testostérone peut être insuffisante et ce qui nuit à la spermatogénèse, y compris la mobilité des spermatozoïdes. Et la valeur qui nous concerne ici, c'est la valeur chez les hommes, c'est situé entre 0,8 à 4 micro-unités internationales par millilitre. Maintenant, la testostérone, son rôle, il est l'hormone clé de la spermatogenèse. Elle agit sur les cellules de Sertoli et favorise le développement des spermatozoïdes. Son lien maintenant dans la sténospermie, une carence à testostérone peut réduire la production et la qualité des spermatozoïdes, notamment dans leur mobilité. Maintenant, la valeur chez l'homme, c'est entre 300 à 1000 nanogrammes par décilitre. Et en dernière position, on a la prolactine. Et la prolactine, en petite quantité, elle participe à la régulation hormonale. Mais à haute dose, il faudra savoir qu'elle inhibe la sécrétion de la FSH et de la LH. Maintenant, son lien dans la sténospermie, il faudra savoir qu'une valeur élevée de la prolactine peut entraîner une hypogonadisme secondaire. Ça veut dire que ça réduit plutôt la production de la FSH et de la LS et du testostérone, provoquant ainsi une baisse de spermatogenèse et puis de la mobilité des spermatozoïdes. Sa valeur chez les hommes, ça c'est entre 1 à 17 nanogrammes par millilitre. Voici l'aspect typique au microscope lors d'une asténospermie. Vous allez voir très peu de A. Quand vous regardez les champs, vous allez voir que les mobiles progressifs et fléchants sont moins nombreux, n'est-ce pas? Vous allez voir les spermatozoïdes aussi qui avancent rarement très vite et en ligne droite. Et vous allez voir aussi une réduction des B aussi, ça veut dire que ceux qui sont mobiles et fléchants moins progressifs. Et vous allez voir que quelques-uns avancent mais lentement ou de manière peu efficace. Vous allez voir les C, ça veut dire que ceux qui sont mobiles sur place aussi, ils sont aussi nombreux. Vous allez voir aussi les spermatozoïdes immobiles, n'est-ce pas? Dans ce champ-là, on peut regarder, quand on fait un zoom, vous voyez des spermatozoïdes qui sont là. Leur mobilité n'est pas fléchante, n'est-ce pas? Ils ne prennent pas une ligne droite. Et il y a des spermatozoïdes aussi qui sont là, qui ne bougent pas. Et ici, dans ce champ, regardez, vous allez voir les spermatozoïdes qui bougent sur place. Et vous allez voir les spermatozoïdes qui sont immobiles sont les plus nombreux. Et beaucoup vibrent aussi sur place, n'est-ce pas? Et ils tournent aussi en rond sans avancer. Vous allez voir un grand nombre ne bouge pas du tout. Et regardez bien quand on fait un zoom sur ces spermatozoïdes là aussi, vous pouvez apprécier leur mobilité. Vous avez vu dans ces champs-là les D sont les plus nombreux et ceux qui bougent aussi ne prennent jamais une ligne droite. Voici les caractéristiques. Quand on résume un peu cette mobilité, vous allez voir que les mouvements efficaces est très réduit et les spermatozoïdes ne bougent pas très bien vers l'ovule, et ce qui peut atteindre, impacter la fertilité. Alors vous voyez, maintenant ça c'est avant les traitements, maintenant on va passer après les traitements. Après un mois de traitement, c'est toujours les analyses qui suivent, toujours spermogramme et spermocytogramme. On a les objectifs d'évaluer la concentration et la mobilité progressive ou non progressive et la morphologie des spermatozoïdes. On va faire des tests de survie, on va évaluer la capacité des spermatozoïdes à vivre dans un milieu pH proche du vagin. On va faire les dosages des hormones comme la FSH, LH, testostérone, prolactine, TSH.
On va encore faire des échographies au niveau des testicules. Puis on va ajouter des l'ECB, l'examen cytobactériologique des urines, et on va rechercher des bactéries comme les mycoplasmes et les chlamydia. Maintenant, on va passer à l'examen microscopique pour vous montrer l'amélioration maintenant de la mobilité de ces spermatozoïdes. L'aspect microscopique, pour savoir il y a une amélioration lors du traitement. Vous allez voir moins de spermatozoïdes immobiles par rapport à ceux qui sont mobiles, n'est-ce pas? Vous allez voir des spermatozoïdes qui avancent franchement, et moins de formes anormales aussi lorsqu'on va faire la spermocytogramme, n'est-ce pas? Un traitement est considéré comme efficace si sur des spermogrammes espacés, vous allez voir quelques semaines, on observe une amélioration constante de ces paramètres. L'examen à l'état frais les spermes présentent une mobilité probable améliorée par rapport aux précédentes contrôlées. Maintenant, on observe une augmentation notable du nombre de spermatozoïdes à mobilité progressive type A et B, selon la classification de l'OMS, avec une majorité des cellules déplaçant en ligne droite et en grande courbe, traduisant une vitalité et une progression efficace. Maintenant, les spermatozoïdes mobiles montrent un mouvement énergétique et régulier coordonné, avec des formes antérieures ou des mouvements lents. Souvent, vous allez voir un peu moins rapide parce que nous sommes en phase de traitement à 1 mois. D'accord? Et l'environnement des spermes est homogène sans agrégat. Vous ne devrez pas avoir des agglutinants, n'est-ce pas? Lorsque vous avez des agglutinants, vous allez avoir beaucoup d'agrégats dans les sangs microscopiques. Maintenant, vous n'allez voir aussi ni des débris excessifs, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous ne voyez pas ces éléments-là, vous allez voir que les milieu est favorable au déplacement des spermatozoïdes. Alors, voici maintenant, nous sommes en phase du dernier contrôle. Toujours, c'est le même programme qui se suit. Nous allons faire un spermogramme et spermocytogramme, n'est-ce pas, pour voir la concentration et la mobilité des spermatozoïdes. Ça veut dire que les formes progressives ou non progressives et la morphologie des spermatozoïdes. On va suivre leur mobilité, on va faire les dosages hormonaux aussi, on va faire encore l'échographie et on répète encore l'ECBI et la recherche de certains germes spécifiques. Alors maintenant, nous allons passer à vous montrer maintenant comment le traitement s'est déroulé, comment s'est présenté le nombre de spermatozoïdes par rapport à leur mobilité aussi. Aujourd'hui est la dernière phase, les dernières étapes de l'analyse lors du traitement de l'asténospermie. Maintenant, vous remarquez ici, après les analyses biochimiques, on va passer aux analyses microscopiques, n'est-ce pas, pour voir les nombres, la vitalité et la mobilité. Surtout, on va se baser sur la mobilité. Vous pouvez remarquer, après un bon traitement, vous allez voir que les pourcentages de A et de B sont augmentés. Les spermatozoïdes bougent activement en ligne droite et en grande courbe. Vous allez voir aussi les pourcentages des spermatozoïdes à mobilité progressive là, peuvent remonter jusqu'au-dessus de 30% selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé. Et vous allez voir en deuxième position la mobilité totale améliorée aussi. La mobilité totale, ça veut dire que les A plus les B peuvent dépasser les 40%. Les spermatozoïdes non progressifs comme les C peuvent être encore présents, mais en nombre réduit. Vous allez voir une diminution aussi des spermatozoïdes immobiles qui sont les catégories D. Et un bon traitement va réduire le pourcentage des spermatozoïdes totalement immobiles, n'est-ce pas? Et vous pouvez observer un nombre significatif aussi des spermatozoïdes se déplaçant rapidement
et de manière coordonnée. Et vous allez voir, l'échantillon semble beaucoup plus vivant et actif avec moins de spermatozoïdes stationnaires. Alors, ainsi, je vous parle non en blues, mais en tant qu'être humain, pour vous dire que ce combat n'est pas vain. Chaque cellule en vous a encore sa sens et les traitements, même longs, mènent à l'expérience. Oui, il faudra du temps parfois, de la patience, des jours d'attente et des doutes ou de méfiance. Mais je vous promets, en tant qu'agent de santé, que le corps peut guérir et qu'il peut tendre la main. Ce que la nature freine, la science peut le guider. Et votre volonté, elle peut tout changer. On a vu des parcours se transformer. On a vu des pères naître là où tout semble figé. Alors, prenez les traitements et suivez-les. N'ayez pas peur. Ce n'est pas une faiblesse, mais un acte de cœur. Euh, il faudra comprendre que vous construisez pierre par pierre. Et je serai là à chaque étape pour vous soutenir. Un jour, vous verrez peut-être des petits bougies vous regarder comme un héros silencieux. En ce jour-là, vous saurez pourquoi vous n'avez pas baissé les bras ni la foi. Je vous remercie. Alors, vous avez vu maintenant le processus de traitement de l'azoospermie cas où c'est un problème, c'est-à-dire un problème hormonal, n'est-ce pas? Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le traitement des pathologies des spermatogenèse peut prendre du temps selon la cause en question. Alors, prions pour ces personnes-là. Et c'est une prière, c'est une demande à ces personnes d'être beaucoup patient, d'être courageux et de croire. Rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? Suivez les traitements normaux et puis soyez beaucoup patient, soyez positif, croyez en vous et on vous souhaite que Dieu vous donne la chance de pouvoir avoir vos propres progénitures et de pouvoir perpétuer votre ethnie au fil du temps. La sténose spermique est définie comme une atteinte de la mobilité des spermatozoïdes et on sait que le pouvoir fécondant des spermatozoïdes est conditionné à sa mobilité. Et quand cette mobilité est atteinte, ça cause souvent des problèmes, ça amène les problèmes d'infertilité masculine. Alors, à la prochaine fois pour un autre cas qu'on va prendre encore dans les pathologies liées à la spermatogenèse et leur traitement et leur suivi pour donner encore à ces patients-là qui sont atteints d'une de ces pathologies de croire et que l'espoir demeure dans leur vie.